Le 5-fluorouracile est moins toxique et présente l'avantage par rapport à la mitomycine C, que l'injection est possible en post-opératoire, par voie sous-conjonctivale. Donc, il peut être injecté aussi bien en péropératoire qu'en post-opératoire. Alors, la technique de référence, et qui est la plus souvent pratiquée par tout le monde, c'est l'excision du ptérygion associée aux techniques de greffe de la surface oculaire, qu'il s'agisse d'autogreffe conjonctivale, d'autogreffe limbo-conjonctivale ou de greffe de membrane amniotique. Donc, l'autogreffe conjonctivale, c'est la technique préférentielle pour le ptérygion primaire qui n'a pas récidivé. Donc, on va avoir une exérèse du ptérygion dans sa partie cornéenne et conjonctivale. Et au niveau de la partie conjonctivale, il faut respecter la gaine du muscle droit. Ensuite, on va exciser également la capsule de tenant sous-jacente au ptérygion, car l'excision, donc plusieurs études ont démontré que l'excision diminue le risque de récidive. Il faut bien cautériser, faire une bonne hémostase. Ensuite, repérage des dimensions de la zone dénudée afin de prélever un autogreffant conjonctival de taille identique qui va se faire au niveau de la conjonctive supérieure, supérotemporale, va être caché par la paupière, du même œil. Et en fait, il faut donc ne pas greffer de tenant. Donc, il faut à la fois enlever la tenant au niveau du lit donc opéré, mais aussi laisser la capsule de tenant au niveau du greffant pour favoriser la réépithélialisation. Ensuite, donc, on va poser le greffant face épithéliale contre la cornée, puis le transférer et le suturer au niveau du lit opératoire, soit avec des sutures ou certains utilisent une colle biologique. Alors, l'autogreffe, voire allogreffe limbo-conjonctivale, a pour avantage d'apporter des cellules souches limbiques qui vont favoriser donc, la réépithélialisation et dont le but de diminuer les récidives. Donc, excision du ptérygion par la technique classique. Et en fait, il faut donc suivre donc ce qu'on va enlever du lymphe. Donc, on va essayer d'avoir la même dimension. Donc, on va exciser le ptérygion et faire un prélèvement d'un fragment de lymphe de 5 mm de long par dissection laminaire et un fragment de conjonctive avoisinant. Donc, et c'est pour ça qu'on va étendre l'excision du ptérygion pour avoir la même dimension que le greffon. Et au niveau de la cornée, on va suturer au monophile 10-0, alors qu'on va utiliser des fils résorbables de Vicryl 7-0 sur la conjonctive. La greffe de membrane amniotique réduit le risque de récidive, elle permet de diminuer la cicatrisation et la fibrose associée et présente des avantages de préserver la conjonctive supérieure, surtout chez les patients glaucomateux qui peuvent subir par la suite une chirurgie filtrante. Donc, le risque de récidive, c'est la principale complication de la chirurgie du ptérygion. Le risque est de 97% au cours de la première année et il diffère selon la technique employée. Comme on l'a dit, l'excision simple ou fermeture bord à bord de la conjonctive sont associées à un taux élevé de récidive et sont pratiquement délaissées. L'excision et autogreffe conjonctivale présentent le taux le moins important de récidive pour le ptérygion primaire. L'autogreffe limbo-conjonctivale primaire a un avantage en cas de récidive. Et la greffe de membrane amniotique présente de bons résultats esthétiques, mais le risque de récidive reste plus important qu'en cas d'autogreffe. Donc, en conclusion, le ptérygion est une pathologie conjonctivale bénigne relativement fréquente, mais qui peut être invalidante. L'exposition au rayonnement ultraviolet constitue le principal facteur de risque et l'excision suivie d'autogreffe conjonctivale constitue le traitement de référence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Bouledi. Est-ce qu'il y a des questions? Dans le chat? Non?
Donc, s'il n'y a pas de questions, docteur Bouledi, est-ce qu'on va enchaîner avec la deuxième présentation ou... Oui, je vais enchaîner avec les troubles trophiques cornéens. D'accord. Donc, les troubles trophiques cornéens sont dominés par les ulcères cornéens neurotrophiques. L'ulcère cornéen neurotrophique est une atteinte dégénérative chronique de l'épithélium cornéen caractérisée par un retard de cicatrisation épithéliale. Et ce retard de cicatrisation épithéliale est lié à la diminution de la sensibilité cornéenne. C'est une pathologie relativement rare, mais qui est grave et qui nécessite un traitement rapide et agressif. Quand est-ce qu'on évoque une kératite neurotrophique? Devant un ulcère associé à une anesthésie cornéenne ou devant une ulcération chronique qui ne cicatrise pas ou cicatrise mal. Sur le plan physiopathologique, le primo movens, c'est l'hypoesthésie ou anesthésie cornéenne, qui va entraîner une cascade d'événements avec apparition d'un cercle vicieux d'aggravation. En effet, l'altération du film lacrymal par hyposécrétion, hyperviscosité ou diminution du réflexe de clignement va entraîner une perte des microvillosités des cellules épithéliales cornéennes. Donc, il va y avoir une ulcération. Cette ulcération va entraîner un défaut d'adhésion du film lacrymal et un ralentissement de la régénération cellulaire. Donc, survenue possible d'une ulcération épithéliale. Et si cette ulcération épithéliale n'est pas résolutive ou si elle est aggravée par des traitements locaux, il va s'en suivre une souffrance du stroma. Donc, quand on a une ulcération épithéliale chronique, il va y avoir une rupture de l'équilibre entre la synthèse et la dégradation de la matrice extracellulaire qui va entraîner une lyse stromale et une surexpression des métalloprotéinases matricielles par les polynucléaires neutrophiles recrutés, les cellules épithéliales blessées et les kératocytes activés. Ces métalloprotéinases vont entraîner un amincissement du stroma cornéen qui peut aller jusqu'à la perforation. Quelles sont les causes d'hypoesthésie ou d'anesthésie cornéenne? Ou zostériens, des lésions tumorales ou post-chirurgicales qui vont toucher la cinquième paire crânienne, mais aussi certains collyres, en particulier les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ici, nous avons une classification étiologique des principales causes d'ulcères cornéens neurotrophiques. Nous avons les infections, les paralysies de la cinquième paire crânienne, les brûlures chimiques, les médicaments, notamment l'abus d'anesthésiques locaux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les traumatismes chirurgicaux ou par laser, le diabète ou le déficit en vitamine A. Sur le plan clinique, le patient va se présenter pour baisse de l'acuité visuelle ou une hyperémie conjonctivale modérée, un larmoiement, avec absence de douleur ou des douleurs modérées. À l'examen à la lampe à fente, on va avoir en fait une séquence chronologique. Au début, c'est une instabilité du film lacrymal avec irrégularité de la surface épithéliale. Puis, à un stade plus évolué, on peut avoir une kératite ponctuée superficielle. Puis, à un stade plus évolué, une ulcération épithéliale qui est ovalaire au niveau de la moitié inférieure de la cornée avec des bords qui s'enroulent avec le temps puisqu'il n'y a pas de cicatrisation, pouvant être associés à un œdème stromal et on peut aussi observer un effet tendal cellulaire et protéique en chambre antérieure. Puis va apparaître un ulcère stromal avec risque de néovascularisation cornéenne en cas de non-cicatrisation. Donc voici les trois stades de la kératite neurotrophique. Le stade 1, on note une hyperémie conjonctivale, une diminution du break-up time avec une KPS. Au stade 2 apparaît une ulcération épithéliale persistante. La kératite est entourée d'une zone de fragilité épithéliale, d'où les bords enroulés. Un œdème stromal, un tendal cellulaire et protéique en chambre antérieure, épaississement des bords de l'ulcère qui peuvent s'enrouler. Et au stade 3, une lyse stromale, desmétocèle et perforation possible. Alors, le premier examen à faire, c'est la mesure de la sensibilité cornéenne, qui peut être objective par l'esthésiomètre de Cochet-Bonnet, qui reste l'instrument de référence. En fait, c'est un fil de nylon qui a une longueur entre 0 et 6 cm. Et quand le patient sent le fil qui est très long, cela témoigne d'une bonne sensibilité. Et à mesure qu'on raccourcit
S'il n'y a pas de sensibilité, donc on va raccourcir le fil, et donc la sensibilité est inversement proportionnelle à la longueur du fil. Mais la grande majorité donc des médecins utilisent plutôt la méthode subjective, qualitative, qui est l'étude du ressenti du patient. On va comparer donc soit différentes zones de la cornée et du même œil, ou bien les deux yeux. Et donc, on va toucher avec un morceau de coton et ça va nous permettre d'apprécier subjectivement la sensibilité. Il y a d'autres systèmes qui peuvent être utilisés utilisant une projection d'air ou de CO2. L'OCT du segment antérieur va objectiver l'amincissement épithélial et stromal, la fibrose stromale et voir un desmétocèle. Donc, on note ici un amincissement avec hyperplasie épithéliale, un amincissement stromal et une fibrose stromale. La microscopie confocale peut montrer une diminution significative de la densité des nerfs sous-épithéliaux, qui vont expliquer donc la diminution de la sensibilité, avec augmentation de la taille des cellules épithéliales, métaplasie squameuse. Elle présente un intérêt pour le diagnostic différentiel en cas de doute quant à la présence d'une infection bactérienne. Les agents lubrifiants sont prescrits quel que soit le stade de gravité. On peut associer un collyre antiseptique non conservé, qui sont préférés aux antibiotiques. Certains préconisent aussi des clous méatiques. Les corticoïdes locaux sont contre-indiqués car ils peuvent entraîner un retard de cicatrisation et favoriser les surinfections. On peut prescrire des tétracyclines par voie systémique. Ils ont des propriétés anti-métalloprotéinases, donc ils peuvent favoriser la cicatrisation épithéliale et retarder la fente stromale. Le traitement non médical présente un intérêt, notamment les lentilles souples à visée thérapeutique en port continu. On peut aussi prescrire des verres scléraux. Les verres scléraux, donc après adaptation, peuvent favoriser la cicatrisation. Et en fait, ce sont des lentilles de grand diamètre qui vont prendre appui sur la conjonctive sclérale et vont épargner le limbe et la cornée. Et donc, ils ont un intérêt à la fois rétractif en gommant l'astigmatisme irrégulier et trophique et en offrant une protection mécanique contre l'irritation des cils et des paupières et en maintenant un réservoir liquidien permanent devant la cornée. Donc, ça va favoriser la cicatrisation. On peut aussi, en cas de malocclusion associée pour passer un CAT, indiquer une tarsographie ou des injections de toxines botuliques. Sinon, en cas d'ulcère stromal, le but du traitement est de préserver l'intégrité du globe oculaire plutôt qu'une réhabilitation de la fonction visuelle. Donc, on peut faire une greffe de membrane amniotique pour les ulcères réfractaires ou les ulcères pré- voire perforatifs d'emblée. La membrane amniotique présente des propriétés anti-inflammatoires pro-cicatrisantes et peut jouer le rôle de support physique qui facilite la migration des cellules d'épaisse de l'ulcère. On peut aussi faire un recouvrement conjonctival pour préserver anatomiquement le globe oculaire. En cas de perforation de très petite taille, on peut mettre en place des cols, cyanoacrylate, colle biologique. Et en cas de perforation, on peut prescrire une greffe de cornée lamellaire ou transfixion à chaud, voire un recouvrement conjonctival lorsque on cherche à préserver l'intégrité anatomique du globe oculaire. Alors, plusieurs autres traitements ont été proposés. Certains sont déjà pratiqués, d'autres sont plutôt en phase d'étude, notamment le collyre au sérum autologue, qui peut avoir un effet bénéfique sur la cicatrisation en apportant des facteurs de croissance, des cytokines et des neuromédiateurs. Le collyre au sérum du sang du cordon, l'ISA de plaquettes sanguines humaines, un collyre contenant un tétrapeptide dérivé de la substance P, collyre de NGF, qui a pour but de favoriser la croissance nerveuse, thérapie matricielle,
c'est le RGTA en collyre qui peut être prescrit. Donc voilà, en cas d'ulcération épithéliale cornéenne trophique, première chose à faire, c'est d'arrêter tous les conservateurs et les collyres toxiques. Agent mouillant sans conservateur, correction des anomalies palpébrales. En cas d'absence de cicatrisation ou d'ulcère stromal débutant, l'antithérapeutique souple ou bien vers scléro, collyre au sérum autologue, RGTA en collyre. Si malgré ça, absence de on peut prescrire, faire une greffe de membrane amniotique, colle, greffe, donc greffe transfixiante à chaud ou bien recouvrement conjonctif. Voilà donc pour les kératites neurotrophiques qui continuent de poser des problèmes et qui compromettent le pronostic visuel. Le deuxième chapitre donc, des troubles trophiques correspond au syndrome d'insuffisance en cellules souches limbiques. Donc, sur le plan physiopathologique, il faut savoir que l'épithélium cornéen est un tissu à renouvellement rapide à partir de cellules souches épithéliales. Et ces cellules souches épithéliales sont concentrées au niveau de la couche basale du limbe, au niveau principalement des palissades de Vogt. Donc, quand il y a une déficience en cellules souches, ceci va entraîner une diminution des capacités de renouvellement de l'épithélium cornéen. Donc, en cas de destruction du limbe, la régénération va se faire à partir de l'épithélium conjonctival qui peut envahir l'épithélium cornéen. Sur le plan clinique, le patient peut présenter des signes irritatifs, une rougeur chronique, une baisse de l'acuité visuelle avec conjonctivalisation de la cornée. Disparition de l'architecture normale du limbe, on ne va plus avoir les palissades de Vogt, perte du reflet habituel de l'épithélium cornéen qui va apparaître au terme, irrégularité de la surface épithéliale et à un stade évolué, on va avoir une néovascularisation cornéenne. L'insuffisance limbique peut se compliquer d'ulcères cornéens chroniques, voire de perforation, de kératinisation de la surface cornéenne avec apparition de panus fibrovasculaires et de dépôts calcaires. Donc, sur le plan étiologique, perte totale primitive des cellules souches limbiques ou par hypofonctionnement des cellules souches limbiques ou perte progressive par atteinte du support stromal. Donc, voici les étiologies possibles du syndrome d'insuffisance en cellules souches limbiques. Il peut s'agir de destruction par des brûlures chimiques ou thermiques ou des irradiations traumatiques, que ce soit par traumatisme chirurgical ou mécanique. Voyons ici le port prolongé de lentilles de contact, infectieuse, inflammatoire, notamment le syndrome de Stevens-Johnson, de Lyell, les pemphigoïdes, la rosacée, la kératoconjonctivite atopique, le syndrome de Bougereau-Jeghrenc, ou bien dans les épidermolyses constitutionnelles, voire même en complications de ptérygion, ou aussi dans les kératites neurotrophiques. Le traitement, comme pour les kératites neurotrophiques, repose sur les autogreffes de limbe ou l'allogreffe. Les rires scléraux ont une indication privilégiée dans ce contexte, ou les kératoprothèses. Donc, en conclusion, la prise en charge des troubles trophiques cornéens reste difficile. La démarche clinique nécessite une anamnèse précise, un examen clinique systématique. Devant tout ulcère cornéen, il faut évaluer la sensibilité cornéenne. En cas de doute, il faut exclure une pathologie infectieuse et faire des prélèvements microbiologiques. Le traitement doit être rapide et adapté, qui a pour but idéalement de préserver la fonction visuelle, mais le plus souvent de préserver l'intégrité du globe. Je vous remercie. Merci, Dr Bouledi. Y a-t-il des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Est-ce que tout a été compris? C'est bon? Donc, Dr Bouledi, est-ce que vous allez enchaîner avec les brûlures ou on laisse pour après? Non, non, c'est bon pour après. C'est bon. À tout à l'heure. D'accord. Donc, on va enchaîner avec Dr Benhachour, qui a pu changer de PC, je pense. Oui, docteur Rajmi, merci. Donc, j'espère Voilà, que c'est beaucoup mieux. Très bien.
Voilà, donc on passe à une autre anomalie de la surface oculaire qui est le dysfonctionnement des glandes de Möbius. Donc je passe au mode plein écran. Voilà, donc je commence par la définition proposée par l'International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction. La définition que j'ai mis, l'original et la traduite, donc les dysfonctionnements des glandes de Möbius constituent une anomalie chronique et diffuse des glandes de Möbius caractérisée en principe par une obstruction des canaux excréteurs et ou par des modifications qualitatives, quantitatives des sécrétions glandulaires dont les conséquences potentielles sont une altération du film lacrymal, des symptômes d'irritation oculaire, une inflammation chronique et ou la maladie de la surface oculaire. Donc voilà la définition qu'on doit connaître de la maladie ou des dysfonctionnements des glandes de Möbius. Donc, cette classification proposée par l'International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction a été résumée dans ce diagramme que nous allons voir plus en détail, donc traduit en français. Donc, comme vous voyez, on va parler de la maladie, des glandes de Möbius, qui peut être congénitale, tumorale, aiguë ou autre. Donc, les maladies des glandes de Möbius est un terme plus général que les DGM. Ce terme de maladie de glandes de Möbius englobe toutes les atteintes, qu'elles soient néoplasiques ou congénitales, aiguës ou autres, mais aussi les dysfonctionnements mébomiens qui en font partie et qui feront l'objet de notre cours ce jour. Donc, ces DGM sont soit sont classés en deux catégories selon la quantité et le volume du mébome libéré ou excrété par les glandes, avec des états d'excrétion de faible volume ou hypoexcrétion et des états d'excrétion de grand volume ou hypersécrétion. Donc, on commence par l'hyposécrétion, dans les états l'hypoexcrétion plutôt. Dans les états d'excrétion de faible volume, nous avons aussi deux aspects, soit une hyposécrétion de la glande de Möbius avec une diminution de la sécrétion mébomienne sans obstruction de la glande, soit une obstruction de la glande de Möbius, qui est la forme la plus commune de DGM, où nous avons une hypertrophie de l'épithélium du canal des glandes ou des canaux des glandes avec une kératinisation des orifices des glandes. Donc voilà cette hyposécrétion, soit primitive, soit secondaire, par exemple post-médicamenteuse, telles que les rétinoïdes. Pour l'obstruction, peuvent être de deux types aussi, soit cicatricielle ou avec fibrose, soit non cicatricielle ou sans fibrose. Donc, pour l'obstruction cicatricielle ou dans le type cicatriciel, les canaux et les orifices sont tirés vers l'arrière au niveau de la muqueuse et peuvent être secondaires à des trachome, pemphigoïde oculaire, érythème multiforme et les allergies oculaires. Dans le type non cicatriciel, les canaux et les orifices restent dans leur position anatomique normale et peuvent être secondaires à un syndrome de Gauche-Rogers-Crène, à une dermatite séborrhéique, à une acné rosacée, l'atopie et le psoriasis. Dans les DGM avec hypersécrétion, sont caractérisés par l'issue d'un grand volume de mébome après pression sur la tarse. C'est généralement la séborrhée mébomienne qui peut être
primaire ou secondaire à une dermatite séborréique, rosacée ou acné, ou atopie aussi. Donc, enfin, toutes ces différentes atteintes des glandes de Mobius peuvent être responsables d'altération du film lacrymal, d'irritation oculaire, d'inflammation clinique ou de maladies de la surface oculaire, y compris la sécheresse oculaire. Donc, on passe à la physiopathologie. L'obstruction des canaux glandulaires terminaux par un mybome épaissi et opaque contenant du matériel cellulaire kératinisé constitue l'étiologie première des dysfonctionnements des glandes de Mobius. Et cette obstruction est à elle-même due à une hyperkératinisation de l'épithélium canalaire et à une augmentation de la viscosité du mybome. Donc, l'obstruction peut entraîner une dilatation kystique intraglandulaire et une atrophie des mébocytes et une disparition des glandes avec hyposécrétion. Donc voilà, c'est un schéma un peu compliqué, mais on peut le décortiquer d'une façon ou le faciliter, donc le comprendre de façon plus facile. Ce processus obstructif, donc je vais utiliser le pointeur. Donc voilà, on commence ici. Donc on a un processus obstructif qui est influencé par des facteurs endogènes tels que l'âge, le sexe et les troubles hormonaux, comme par des facteurs exogènes tels que les médicaments qui peuvent influencer donc cette sécrétion, les médicaments topiques surtout. Le dysfonctionnement des glandes de Mobius aboutit ainsi à une réduction de la quantité de mybome disponible au niveau des bords libres palpébraux et au niveau du film lacrymal, avec pour corollaire potentiel un accroissement de l'évaporation, une hyperosmolarité, donc comme vous voyez ici, donc il y a une évaporation, une hyperosmolarité, une instabilité du film lacrymal avec prolifération bactérienne au niveau des bords libres palpébraux, avec un syndrome sec oculaire par évaporation et atteinte inflammatoire de la surface oculaire. Donc, on peut voir tous les va-et-vient entre les facteurs prédisposants, les facteurs influençants, les facteurs endogènes et exogènes. Ici aussi, on a les lentilles de contact qui donnent une diminution de nombre de glandes fonctionnelles avec action sur les acinis sécréteurs et donc hyposécrétion. Il y a les vieillissements, donc plusieurs conditions, que ce soit physiologiques, pathologiques, iatrogènes, endogènes et exogènes, qui peuvent influencer, qui peuvent donner une obstruction. Et même l'obstruction, vous voyez des flèches, des va-et-vient entre l'obstruction et l'hyperkératinisation et la viscosité accrue. Donc, cause et conséquence, il y a toujours un cercle vicieux qui entretient ce dysfonctionnement des glandes de Mobius. Donc, je fais un rappel, on a déjà étudié la couche lipidique du film, les différentes couches du film lacrymal, et aujourd'hui, on s'intéresse dans ce cours à la couche lipidique. Donc, ces glandes de Mobius synthétisent et sécrètent en permanence des lipides mébomiens qui s'étalent sur le film lacrymal et améliorent sa stabilité et ralentissent son évaporation. Donc, il y a plein d'avantages, plein le rôle, disons, le rôle de cette couche lipidique est de retarder l'évaporation du film lacrymal, d'améliorer l'étalement et la stabilité du film lacrymal, d'empêcher la contamination du film lacrymal, abaisser la tension superficielle des larmes, assurer une surface optique lisse et assurer une étanchéité entre le bord des paupières pendant le sommeil.
Donc, voilà aussi une autre représentation du cercle vicieux. Ici, on l'appelle le double cercle vicieux qui est proposé par Baudouin et ses collaborateurs et publié en 2016, montrant la liaison entre le dysfonctionnement des glandes de Möbius et l'atteinte de la surface oculaire. Et donc, on voit pour moi, c'est un triple cercle vicieux et non pas double. Donc, et il y a aussi tous les facteurs exogènes, endogènes, iatrogènes ou autres qui influencent cette pathologie ou ce dysfonctionnement. Donc, cliniquement, les DGM, on peut les regrouper en 4 sous-groupes. Les DGM isolés, qui sont soit asymptomatiques, soit symptomatiques, donc cicatricielles ou cicatricielles, les DGM associés à une atteinte de la surface oculaire, les syndromes secs oculaires par évaporation liés au DGM et les DGM associés à d'autres atteintes oculaires. Donc, on comprend très bien que DGM n'est pas synonyme de syndrome sec et syndrome sec n'est pas synonyme de DGM. Le syndrome sec par évaporation lié au DGM est un sous-groupe parmi les 4 sous-groupes des dysfonctionnements des glandes de Möbius. Lui aussi, les dysfonctionnements des glandes de Möbius sont une partie de la maladie des glandes de Möbius. Donc, on commence par les DGM isolés. Le premier type, ce sont les DGM isolés asymptomatiques ou non manifestes. Comment on fait le diagnostic? On le fait par expression du contenu des glandes de Möbius par pression digitale modérée au centre de la paupière inférieure. Donc, il s'agit ici d'un patient qui consulte pour autre chose, qui n'a pas de symptômes, qui ne se plaint de rien sur le plan palpébral, mais lors de l'examen, on peut trouver un dysfonctionnement des glandes de Möbius clinique évident, mais sans plainte fonctionnelle. Donc, on peut trouver des altérations minimes de l'expressibilité du contenu des glandes de Möbius et de la qualité des lipides mébomiens. Donc, les signes cliniques, ce sont les pertes des glandes de Möbius, l'altération de la sécrétion des mébomes sur le plan qualité et expressibilité, c'est important, et la modification de la morphologie palpébrale. Donc, comme vous voyez, on peut objectiver ça grâce à la mébographie qui montre la perte des glandes de Möbius. Donc, vous voyez sur la première, les premiers clichés de mémographie à gauche les glandes de Möbius, l'aspect normal des glandes de Möbius, et à droite il y a une perte importante des glandes, donc perte sur le plan quantité mais aussi morphologie ou forme. Donc, voilà une mébographie, des images qui représentent le méboscore en mébographie infrarouge. Donc, je rappelle que sur les mébographies, on peut faire un grading ou un score. Donc, pour le premier cliché A, le score 0, il n'y a pas d'altération de glande de Möbius. Donc, on est dans l'aspect normal. B, c'est le score 1, altération inférieure à 33%. C, c'est des altérations comprises entre 33 et 66%, donc c'est le score 2. Et D, c'est des altérations supérieures à 66% et c'est le score 3. Donc, vous devinez, ici, pratiquement, on ne voit pas les glandes et les canaux des glandes de Möbius. Donc, une autre méthode d'évaluation ou examen complémentaire d'évaluation de ce problème de dysfonctionnement des glandes de Möbius, c'est la microscopie confocale in vivo, qui est une technique non invasive qui permet d'étudier ces glandes à l'échelle cellulaire, permettant de faire un score objectif qui a un intérêt pronostique et thérapeutique. Donc, comme vous voyez sur ce tableau trouvé dans un article publié dans le Journal français d'ophtalmologie en 2016, il y a les critères qu'on utilise pour faire le score
c'est les glandes ou le grade de glande de mébome. M, le grade I, c'est l'inflammation et le grade F, c'est la fibrose. Donc, on tient compte du mébome, de l'inflammation et de la fibrose. Et ceci va nous permettre de faire cette classification. Donc, le stade 0, pas d'altération du mébome ni de l'épithélium, correspondant au grade M0, I0 et F0, pas d'inflammation, pas de problème au niveau du mébome et pas de fibrose. Le stade 1, altération du contenu sans inflammation intense, qui correspond au grade M1 à 3, I0 à 1 et F0. Donc, je vous rappelle les chiffres. Chaque critère a un grading particulier propre à lui, sans entrer dans les détails. Et le stade 2, altération du contenu avec inflammation intense, avec ou sans début de fibrose. Stade 3, fibrose, atrophie, baisse de la densité du nombre des glandes, donc qui correspond au grade M0 à 3, inflammation 0 à 3 et fibrose 2. Et il y a un score particulier de Demodex en microscopie confocale qui est de 0 si aucun Demodex n'est retrouvé, 1 si moins de Demodex par follicule ou moins de 8 au total sont observés, et le score est de 2 si plus de 3 Demodex par follicule ou plus de 8 Demodex au total sont retrouvés. Voilà, donc voilà des images représentant les différents stades de microscopie en microscopie confocale in vivo. Donc, pour la première photo A, c'est le stade 0 en microscopie confocale. Donc, c'est un aspect des glandes, voilà, c'est l'aspect normal ou l'aspect des glandes normales. C'est une coupe, bien sûr, des glandes normales. Le stade B en microscopie confocale, voilà, c'était le stade obstructif. Donc, les canaux sont obstrués avec atteinte épithéliale minime. L'épithélium est pratiquement le même ici ou là, la même épaisseur. Le stade 2, dans les images, c'est donc pour le stade 2 en microscopie confocale, c'est le stade inflammatoire avec cellules inflammatoires dans l'épithélium. Donc, on voit plein de cellules inflammatoires ici. Et le stade 3 en microscopie confocale ou sur la photo D, il y a de la fibrose avec destruction de l'épithélium. Donc, comme vous voyez ici, on n'a plus d'épithélium autour des canaux excréteurs. Donc, je rappelle que cette technique ou cette méthode d'évaluation, la microscopie confocale in vivo, donc elle n'est pas spécifique du syndrome SEC ou de l'MJD. On peut trouver des signes en microscopie confocale, des signes particuliers visibles au cours du vieillissement. Donc, c'est physiologique de trouver une réduction du diamètre acinaire et de la densité glandulaire avec une hétérogénéité des murs glandulaires d'une façon physiologique, c'est en rapport avec l'âge. Il y a des signes qui sont en rapport avec le dysfonctionnement de glandes mobimus, tels que la réduction de la densité acinaire, l'augmentation du diamètre glandulaire par obstruction et la dilatation, bien évidemment, la dilatation canalaire, signe d'obstruction. Pour le syndrome SEC, il y a une réduction du diamètre acinaire et de la densité glandulaire. Il y a une hétérogénéité des murs glandulaires avec une infiltration inflammatoire périglandulaire de type Langerhans. Donc, si on compare le syndrome SEC au vieillissement, il y a pratiquement les mêmes signes avec l'infiltration inflammatoire et on insiste de plus en plus sur la composante inflammatoire dans les syndromes SEC. L'allergie oculaire, il y a une atrophie glandulaire et acinaire. Ce n'est pas une simple réduction, donc on commence par l'atrophie puisque le problème n'est pas obstructif dans l'allergie. Il y a une infiltration lymphocytaire périglandulaire et des infiltrats éosinophiles dans l'épithélium conjonctival. Donc, je passe à un autre moyen de diagnostic. Donc, on va parler des moyens diagnostiques dans les syndromes SEC d'une façon générale dans la prochaine communication ou le prochain cours. Mais ici, quelques particularités pour les dysfonctionnements mébomiens. Donc, je vais parler de l'EpiView, qui est un appareil qui permet une mesure quantitative de l'épaisseur de la couche lipidique du film lacrymal par interférométrie.
inférieure à 70 nanomètres, elle est de mauvaise qualité. Ce sont généralement des moyens qu'on utilise surtout dans les centres spécialisés pour mesurer d'une façon exacte l'épaisseur de la couche lipidique. Donc, on passe au DGM isolé symptomatique maintenant. Donc, il y a une altération de la sécrétion des glandes de Möbius sur le plan expressibilité et qualité du mébum. L'expression végétale se fera sur le tiers central, plus ou moins nasal, au niveau de la paupière inférieure, mais aussi on peut faire ça sur la paupière supérieure. On peut utiliser des techniques standardisées, donc des instruments spécifiques pour une mesure plus standardisée. Donc, sur le plan qualité, on peut trouver du mébum, l'aspect clair. Donc, je pense que c'est visible ici. On peut deviner le mébum qui est clair. Ici, le mébum est trouble, comme des sécrétions. Ici, il est granulaire. Donc, chaque glande, on a du mébum qui est beaucoup plus épais. Ici, c'est très épaissi. Donc, on a sur le plan qualitatif différents types de mébum. Sur le plan quantitatif, au niveau de l'expressibilité, le nombre de glandes de fonction, on va mesurer le nombre de glandes fonctionnelles, le volume du liquide, et sur 5 glandes de la paupière inférieure ou de la paupière supérieure, on va chiffrer par exemple 2 glandes sur 5 sont fonctionnelles. 3 glandes sur 5 donnent du mébum de telle qualité ou de tel volume. Pour la qualité du mébum, donc selon l'aspect, on vient de voir, sur 8 glandes du tiers central de la paupière inférieure, on va évaluer la qualité du mébum. Avec bien sûr des échelles de gradation. Tout ça pour permettre une meilleure objectivité dans le diagnostic et le suivi de cette pathologie. Donc, il y a aussi des modifications quantitatives, qualitatives et de la morphologie palpébrale. Pas uniquement au niveau du mébum, mais au niveau de la morphologie palpébrale. Donc, il y a une obstruction des orifices des glandes de Möbius. Il y a des orifices des glandes de Möbius qui sont en arrière de la jonction cutanéo-muqueuse. On a des télangiectasies avec augmentation de la vascularisation, une exposition des canaux glandulaires. Ici, ils sont exposés en arrière de l'implantation des cils. Aspect fistonné du bord palpébral, donc vous le voyez, c'est clair ici. C'est expliqué par l'atrophie des glandes de Möbius. La dépression, c'est une glande qui est atrophique. Il y a aussi des crêtes épithéliales qui s'étendent entre les orifices des glandes de Möbius et vous voyez aussi les télangiectasies. Donc, on a aussi un autre sous-groupe, c'est les dysfonctionnements des glandes de Möbius associés à une atteinte de la surface oculaire. Par exemple, on a parlé des atteintes inflammatoires infectieuses. Si on a des bactéries, il y a libération des lipases, dégradation des lipides de la couche lipidique du film lacrymal, donc avec libération des médiateurs de l'inflammation, et on peut quantifier cette atteinte de la surface oculaire par différents tests qu'on va voir de façon plus détaillée tout à l'heure, donc le Resbangal, la fluo, le verre de l'essamine et tout ça. Donc, une autre entité, le syndrome ou sous-groupe, le syndrome sec oculaire par évaporation liée au DGM. C'est une déficience de la couche lipidique du film lacrymal qui donne un syndrome sec oculaire qu'on peut quantifier d'une façon assez objective grâce au questionnaire, au SDI, aux examens qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour les DGM associés à d'autres atteintes oculaires, on a les DGM, la kératoconjonctivite mébomienne,
Donc, l'atteinte hémobomienne avec des conséquences sur la cornée et la conjonctive, les périnées conjonctivales, les kératites ponctuées superficielles, l'atteinte dermatologique, l'intolérance aux lentilles de contact avec la présence de conjonctivite gigantopapillaire sont associées d'une façon fréquente, malgré que la conjonctivite gigantopapillaire, comme on vient de le voir, n'est pas une allergie, mais c'est un problème plutôt mécanique et elle est souvent associée à un dysfonctionnement des glandes de Möbius et elle-même, elle entretient les anomalies des dysfonctionnements de la glande de Möbius. Les blépharoïdes antérieures qui peuvent être associées, on vient de voir le démodex ou autre, ou les blépharoïdes infectieuses ou parasitaires. Donc, pour l'approche pratique dans le diagnostic des DGM, les tests, même s'ils sont parfois les mêmes, les buts de ces tests n'est pas le même selon l'entité ou le sous-groupe. Pour le diagnostic des DGM asymptomatiques, on fait l'expression du contenu de glande de Möbius, qui est un examen de routine. Donc, on est devant un patient qui n'a rien, mais on fait quand même l'expression du contenu des glandes de Möbius avec évaluation complémentaire à la recherche d'atteinte de la surface oculaire et de syndrome sec oculaire quand vous faites dans votre examen de routine. Pour les DGM symptomatiques, on va voir l'étendue et la sévérité de DGM avec une expressibilité et étude de la qualité des sécrétions, et les évaluations complémentaires servent à confirmer, non pas à rechercher, à confirmer les atteintes de la surface oculaire et le syndrome sec qui sont déjà visibles à l'examen initial. Les tests pour le diagnostic de syndrome sec oculaire lié au DGM, on a des tests qui vont servir à poser le diagnostic positif, donc distinguer les sujets normaux des sujets atteints de syndrome sec, et de poser les diagnostics, d'éliminer plutôt les diagnostics différentiels du syndrome sec oculaire par évaporation et par déficit de sécrétion, donc de faire la part entre évaporatif et hyposécrétoire. Les tests pour le diagnostic du syndrome sec oculaire lié au DGM, donc on va les voir tout à l'heure, ce sont des questionnaires d'évaluation des symptômes, fréquence et intervalle de clignement, hauteur de ménisque lacrymal inférieur ou méniscométrie, l'osmolarité des larmes, le temps de rupture du film lacrymal, la coloration à la fluoxéine avec le score d'Oxford et le test de Schirmer ou équivalent. Donc, comme dans tout syndrome sec, on fera tous ces examens. Dans les DGM liés au syndrome sec, on fait ces examens cliniques ou complémentaires avec bien évidemment une importance extrême des questionnaires, de l'interrogatoire ou l'anamnèse. Donc, il faut faire la part entre les examens qui sont le questionnaire, l'osmolarité des larmes, bracaptime, la coloration à la fluoxéine, qui peuvent confirmer le diagnostic sans préciser le type. Par contre, la méniscométrie et le Schirmer distinguent entre hyposécrétion et hyperévaporation. Donc, voilà des tableaux qui sont un peu chargés, mais pour dire que les tests sont différents entre les tests à réaliser pour la pratique quotidienne et en fonction de nos objectifs, des signes, des symptômes et des signes, et des tests qui existent, mais pour des consultations spécialisées ou dans les centres de recherche. Et pour ne pas empiéter sur la présentation de mon ami et collègue Dr Lajmi, je ne vais pas détailler ces tableaux et je vais finir par l'intérêt des examens complémentaires. Donc, on a étudié tout ce qui est physiopathologie et clinique des dysfonctionnements de glande de Möbius, mais tout l'intérêt aux examens cliniques et complémentaires pour faire le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et surtout gradé afin de mieux traiter. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Benachour. Y a-t-il des questions? يظهر لي اليوم رمضان حاك فيهم من نهار الأول الجماعة. Il n'y a aucune question. جملة. ما يصيرش حطوا حتى على الشات كي حطوا على الشات. Tout à fait.
c'est important. Si vous ne voulez pas intervenir, نجموا تحطوا des questions. De toutes les façons, Inch'Allah, on va le renvoyer le marahid et les cours plus rapidement. Chacun au moins ou la prochaine séance, même s'il y a des questions, on peut prendre un peu de temps pour y répondre. D'accord? Inch'Allah. Donc, j'arrête la présentation. Voilà. Donc, pour le reste de ce séminaire, donc, Dr Bouledi a eu un empêchement majeur. Malheureusement, elle ne pourra pas présenter le cours concernant les brûlures oculaires. Et par conséquent, on a jugé que c'est plus didactique, plus logique et plus pédagogique de rapporter également le cours du traitement des brûlures oculaires. Les différents types de traitements et surtout les indications, les parties cliniques. Donc, on va ainsi alléger ce séminaire et passer directement au diagnostic de la sécheresse oculaire. Ça va fixer un peu les idées. D'accord? On va le traitement de la sécheresse oculaire. Et puis, après, il y aura deux présentations qui vont être assez légères avec des messages clairs et concis. B. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bien. Alors, donc on veut faire le diagnostic de la sécheresse oculaire ensemble. Et pour commencer, il faut définir cette maladie parce que cette définition, elle est importante. Du moment qu'elle va contenir... Si vous pouvez passer en mode plein écran. Et elle est en mode plein écran? Non. Diapo قاعدين تعديو بربي Non. 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 Bon, توا تعديت أما مازلت ماهيش بلان écran. Et en fait, L'essentiel que ça passe, hein. حتى كي ما تعديتش بلان écran, c'est pas grave. C'est un problème que j'ai depuis quelque temps. Ma femme, je ne sais la cause ou l'origine. Donc, à chaque fois que je mets en plein écran, je diapo. On garde le... Donc, mais malheureusement au prix d'animation. C'est pas grave. B. Alors, je vais élargir un peu ça. Donc, cette définition elle est importante parce qu'elle va contenir l'ensemble des critères diagnostiques qui sont importants pour nous. Donc, la sécheresse oculaire, c'est une maladie multifactorielle de la surface oculaire. Donc, il y a la participation de toutes les composantes de la surface. Il y a une perte de l'homéostasie du film lacrymal. Donc, il y a un déséquilibre de l'ensemble des constituants du film lacrymal. Donc, ça s'accompagne de symptômes oculaires dans lesquels on va retrouver l'hyperosmolarité du film lacrymal, l'inflammation, les lésions de la surface oculaire, donc ici c'est le côté clinique des choses, et dans cette définition qui est la plus récente, ça introduit également les anomalies neurosensorielles, qui vont jouer aussi bien un rôle étiologique, mais qui vont également permettre d'expliquer la symptomatologie de nos patients. Alors, dans ce diagramme, j'ai schématisé un peu l'ensemble des mécanismes dont on vient de parler. Avant, on faisait la part entre le syndrome sec par hyposécrétion et le syndrome sec qualitatif, si vous voulez, qui engendre une instabilité du film lacrymal. C'est vrai que ça va être intéressant si on veut réaliser un bilan étiologique, mais dans le traitement, vous allez voir que tout ça va être intriqué. Donc, si vous avez une hyposécrétion, vous allez avoir une hyperosmolarité cellulaire. Vous allez avoir une souffrance cellulaire. Et par conséquent, ça va se répercuter sur la conjonctive et la cornée. Donc, on va rencontrer ainsi les manifestations cliniques qu'on va voir tout à l'heure. Les altérations des cellules de la conjonctive vont engendrer une perte de mucocytes. Donc, vous n'allez pas avoir la phase muqueuse du film lacrymal.
et vous allez vous trouver dans l'instabilité du film lacrymal. D'autant plus que si vous avez une hyperosmolarité, si vous avez une apoptose cellulaire, c'est normal qu'on va avoir des phénomènes inflammatoires. Donc, on va avoir une infiltration anormale de cette surface oculaire par les cellules de l'inflammation, la libération de médiateurs de l'inflammation qui vont altérer encore plus les cellules à mucus et vous allez vous trouver quand même dans l'instabilité du film lacrymal. En plus, tout ça va modifier la flore bactérienne. On va avoir une libération de toxines microbiennes. Ceci va engendrer l'apparition d'inflammation palpébrale et l'atteinte du film lipidique et vous allez retrouver avec un syndrome sec par évaporation. Donc, supposé, si vous voulez, qualitatif. Donc, vous voyez dans ce schéma que finalement, le qualitatif et le quantitatif vont finir par être intriqués. Alors, pour la classification, donc, si vous avez un patient chez qui vous suspectez un syndrome sec oculaire, vous allez pouvoir le classer, 1, par les manifestations ou les signes plutôt fonctionnels qu'il va présenter, et 2, par les signes cliniques que vous allez retrouver dans votre examen. Ainsi, on va avoir 2 types de patients. Donc, on a des patients qui sont symptomatiques, chez qui on va trouver des signes d'atteinte de surface oculaire que vous connaissez tous. Et c'est logique. Et on va se dire un peu que la gravité de l'atteinte de la surface oculaire mise en évidence par l'examen biomicroscopique sera proportionnelle à la symptomatologie, mais malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Parce qu'on peut avoir des patients qui sont symptomatiques, mais qui n'ont pas de signes cliniques. Et là, il y aura 2 cas de figure. Donc, vous n'allez pas dire à votre patient que c'est de l'imagination, non. Il y a 2 cas de figure en fait. C'est soit nous sommes dans une symptomatologie clinique transitoire ou intermittente qui prépare l'installation définitive de votre syndrome sec. Dans ce cas-là, il est intéressant de traiter quand même le patient et de le surveiller. Soit vous êtes dans la case de douleur neuropathique, donc c'est un problème plutôt d'ordre neurologique, et ce n'est pas le syndrome sec. Dans le deuxième cas de figure, si on a des patients asymptomatiques, donc c'est normal qu'on va s'attendre à l'absence de signes cliniques, mais ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a constaté que dans les syndromes secs très sévères, il y a une atteinte nerveuse, et vous allez tomber dans des patients qui sont asymptomatiques, avec des stades assez avancés de lésions cornéennes et conjonctivales. Alors, quelle est la démarche diagnostique devant nos patients? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous avez des patients qui sont comme ça? Par quoi vous allez commencer? Donc, il faut commencer d'abord par des questions de tri qui vont essayer d'éliminer tout ce qui ne cadre pas avec un syndrome sec. Première étape, on va les décortiquer ensemble, une à une. Deuxième étape, si on est plutôt dans le syndrome sec, on va essayer de chercher chez nos patients des éléments qui sont en faveur, des facteurs de risque. Surtout pour nous, dans ce CEC de contactologie, par exemple, le port de lentilles de contact, par exemple, la prise de certains traitements, le tabac, un terrain immunologique particulier, des antécédents généraux, une symptomatologie en faveur du Gauge-Rouge-Graine, par exemple. Après, lorsque nous allons finir avec ces facteurs de risque, il faut passer au test diagnostique. L'interrogatoire dans le syndrome sec oculaire est un test diagnostique, puisque comme vous l'a dit donc, Dr Bnahachour, il y a plusieurs scores d'évaluation des signes fonctionnels, d'accord? Et parmi les plus connus, c'est le score OSDI qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ce score, il est important. Pourquoi? Parce que en dehors des 2 limites, c'est-à-dire un syndrome sec vraiment très débutant ou un syndrome sec très sévère, le plus souvent, on a une concordance entre les signes fonctionnels et les signes cliniques. Mais ce qui est également offert par ces scores-là, c'est l'évaluation du retentissement de la symptomatologie de sécheresse oculaire sur la qualité de vie des patients. Et honnêtement, pour les patients, c'est tout ce qui compte. D'accord? Il suffit
qu'on a fait, on a complété notre interrogatoire, il faut passer au test diagnostique. Et on va essayer essentiellement de s'appuyer sur la clinique, puisqu'il est recommandé de hiérarchiser les examens qu'on va demander et de passer des examens les plus simples vers des examens qui sont un peu plus complexes, mais ça d'une façon donc exceptionnelle. Il faut essayer essentiellement de s'appuyer sur les signes cliniques qu'on a pour dégager donc notre diagnostic. D'accord? Alors, on va commencer d'abord par éliminer un diagnostic différentiel. On va poser quelques questions pertinentes. Est-ce que les symptômes vont prédominer sur un des yeux ou c'est une symptomatologie unilatérale? Si on a une symptomatologie unilatérale, ça ne peut pas être un syndrome sec. Il faut également regarder depuis combien de temps on a ce ressenti ou cet inconfort, puisque généralement, un syndrome sec, c'est traînant, c'est évolutif et c'est ancien. Y a-t-il des facteurs déclenchants? Port de lentilles de contact, un traitement médicamenteux, auquel cas, si on supprime le facteur déclenchant, eh bien, les choses vont s'arranger. S'il y a un retentissement sur la vision, ce qui est très évocateur du syndrome sec, c'est le fait qu'on a une symptomatologie le plus souvent le matin et que le clignement va améliorer les choses. Et si on a bien évidemment un prurit bilatéral ou des sécrétions ou des croûtes, nous sommes peut-être dans le tableau d'une conjonctivite allergique ou d'une conjonctivite infectieuse. Donc après, on va passer au score OSDI. Qu'est-ce que c'est que ce score? Ce score-là, il est fait de 12 questions qui portent sur 3 sections. Donc, les patients vont rapporter leurs symptômes et la fréquence de ces symptômes, les effets sur les tâches quotidiennes et l'effet de certains facteurs environnementaux, essentiellement la ventilation, le chauffage, la climatisation. Donc, comment on va procéder? On va additionner les scores de chaque question. Tout va être multiplié par 25 et puis on va diviser ça par le nombre de questions auxquelles le patient a répondu, puisqu'il y a des patients qui peuvent ne pas pouvoir répondre à certains nombres de questions. Et puis, ce score-là, il est élevé, plus c'est grave. Vous allez trouver ça donc un petit peu partout sur Internet. Le score OSDI, il est validé en anglais et en français, et il y a une version arabe qui a été utilisée dans un travail par une équipe jordanienne. Nous l'avons reproduit, nous, dans une thèse qui a été réalisée dans le service, et ça donne en effet donc les mêmes résultats. Donc ça, c'est pour notre interrogatoire. Et une remarque très importante, il n'existe pas de corrélation entre l'importance de la plainte fonctionnelle et les constatations objectives de l'examen clinique dans les deux extrêmes. C'est-à-dire que lorsque vous avez un syndrome sec sévère où vous allez avoir une altération de l'innervation cornéenne et les patients seront symptomatiques, sont peu symptomatiques. Par conséquent, si vous avez également un syndrome sec qui est très débutant, vous allez avoir des patients qui sont très symptomatiques, alors que dans votre examen clinique, il n'y a pas grand-chose. Alors, l'interrogatoire va également nous orienter vers le diagnostic en question, parce qu'il faut quand même trouver une origine sur laquelle on va intervenir. Donc, il est très important de rechercher l'âge, le sexe, le mode de vie, le traitement topique, si le patient il est par exemple glaucomateux, s'il y a des antécédents infectieux, des antécédents inflammatoires, les patients qui ont des maladies de système, un Gauge-Rojogren, un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, une sclérodermie, sont en effet donc des patients qui ont systématiquement un syndrome sec oculaire, une chirurgie oculaire, toutes les chirurgies qui font intervenir la surface oculaire, le port de lentilles de contact, parce que rappelez-vous, on a dit dès le premier séminaire que même si vous avez un syndrome sec qui est vraiment très minime, il va être décompensé à 100% avec le port de lentilles de contact. Les traumatismes oculaires, les anomalies de réfraction qui aggravent donc la symptomatologie, et ça on le connaît très bien chez les enfants, mais c'est également donc la même chose chez les adultes, et puis les signes extraoculaires qui sont très importants à déceler donc avant votre examen, et par conséquent vous allez poser systématiquement des questions sur la sécheresse buccale, l'existence donc de problèmes de sudation, des troubles respiratoires, des signes articulaires, parce que dans beaucoup de cas, donc la sécheresse oculaire peut être une circonstance
de découverte d'un syndrome de gouge rouge-graine qui est très fréquent donc, chez les femmes. Alors, donc grossièrement, ces signes-là, ces éléments-là au niveau de l'interrogatoire vont nous orienter vers un diagnostic. Donc, tel comme que le syndrome C quantitatif et qualitatif actuellement, ils sont intriqués. Généralement, il faut, après donc, cet interrogatoire, pousser, rechercher des éléments en faveur d'une étiologie ou une autre. Donc, vous allez chercher une pathologie auto-immune, vous allez chercher un dysfonctionnement des glandes lacrymales ou une obstruction du conduit lacrymal ou l'existence de médicaments. Vous allez chercher toutes les causes qui donnent une hypoesthésie cornéenne. On va voir après, donc, comme vous l'a dit, donc, Dr Benachour, le dysfonctionnement des glandes de mébomus, le port de lentilles de contact, les facteurs hormonaux, donc les femmes ménopausées, la notion d'allergie et surtout donc l'environnement, chauffage, climatisation et travail sur l'écran. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le dysfonctionnement des glandes de mébomus qui a été traité donc très bien par la communication précédente. Alors pour l'examen clinique, je vous ai dit qu'il y a un très grand nombre de tests disponibles avec des technologies qui sont très avancées, mais il faut opter toujours pour les tests les moins invasifs. Et on commencera étape par étape. Il faut savoir qu'il n'y a pas dans le syndrome sec un gold standard particulier. Donc il n'y a pas de recette bien faite, mais il faut quand même être systématique. Donc on commencera toujours par une inspection, visage et paupières. La rosacée, donc la rosacée, c'est très fréquent. Donc il faut chercher ça et vous allez trouver des signes également palpébrales avec la télangiectasie palpébrale et la blépharite qui traîne donc, lorsque vous allez examiner votre patient. Il faut chercher une dermatite séboréique, une atopie. Il faut examiner les paupières. Ça doit être un examen statique et dynamique. Il faut rechercher toutes les malpositions palpébrales, l'entropion, l'ectropion, la laxité palpébrale.